Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller où ce soir nous avons l'immense joie de recevoir Chloé Hollings. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Alors ce soir vous ne le savez pas Chloé, mais ce soir c'est notre anniversaire. Ça fait 4 ans que les rencontres ont commencé, exactement le 17 avril, grâce à Frédéric de Guel qui est là. C'est pour ça qu'elle est là et que ce soir elle va assumer il faut bien qu'elle travaille un petit peu. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Nathalie, merci pour ce rappel. 4 ans, j'arrive pas à le croire. Bon, Ouais, c'est un exploit. donc ce soir, on va parler de Entière, Comment mon corps m'a sauvé, qui est paru le 3 avril aux éditions Payot, dans la collection Payot Psy. C'est une collection, Chloé, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, voilà. Avant de vous laisser discuter toutes les deux, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui sont en train de nous regarder que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et sans tabou à Chloé. Je me ferai un plaisir de les noter et de les poser à Chloé dans la deuxième partie de l'émission. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. À tout Merci. à l'heure. Alors, Chloé, moi, je ne vous connaissais pas du tout. Euh, je ne joue pas aux jeux vidéo. On verra pourquoi après. Et j'ai été, comment dire ça, captée, émue, parfois perplexe, parfois bouleversée. Euh, et j'ai retrouvé quelque chose qui était, je me suis installée dans une certaine sororité, avec les choses dont on ne parle pas, avec tout ce qui se passe depuis MeToo, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va vers un livre comme le vôtre, on se dit, oh, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire encore là-dessus? Et, Je et en comprends. fait, j'étais passionnée, voilà, captée. Comment est né ce livre? Ce livre est né sur une période très très longue. Au démarrage, c'était vraiment à la fin de mon premier livre, donc il y a 8 ans. Je savais que j'avais envie de parler de ma fausse couche. J'avais pas Qui envie de parler de ma s'appelait, fausse couche en soi. pardon, votre premier livre? Le premier livre s'appelait Fuck les régimes. Ok. C'était encore une histoire de libération, mais c'était encore une histoire de corps d'ailleurs, mais c'était un autre axe, un autre défi. Euh, et en fait, je ne voulais pas particulièrement parler de ma fausse couche, ça c'est pas vrai. Je m'étais rendu compte que je m'étais sentie incroyablement seule au moment où j'avais vécu cette fausse couche, alors que paradoxalement, je constatais aussi que ça concernait tellement de femmes que ça n'avait aucun sens de se sentir seule dans un moment pareil. Et donc j'avais envie de parler de ça, mais ça me semblait pas tout à fait suffisant, en tout cas pour moi à l'époque, pour l'autrice que j'étais, pour en faire un livre. Et donc à partir de là, bon, je l'ai gardé avec moi, puis j'ai continué à avancer, j'ai continué à cheminer, puis j'ai continué à vivre des choses. Je pensais toujours à ce livre, je n'avais envie d'écrire aucun autre livre. Et petit à petit, enfin voilà, au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, j'ai fini par trouver en fait C'est pas que j'ai fini par trouver le fil en fait, pardon, je m'interromps toute seule. C'est que je pense que je me suis finalement donné la liberté de ne pas avoir forcément une structure qui, qui était pas une structure tout à fait normale, quoi. Je me suis dit, non, mais en fait, voilà, je raconte ce que je veux, et puis je le raconte comme je veux, et puis je vais mettre des épisodes de vie, je vais parler de ces deuils-là, je vais parler d'autres deuils, et en fait, je me suis dit que le fil rouge, c'était un peu ça, finalement. C'était les deuils de la féminité, le corps, et puis la place qu'on lui donne, comment on accepte de l'écouter ou non, etc. Et comment on peut se servir de ça pour sortir des conditionnements, si j'ose dire, enfin pour sortir de, voilà, de ce qui nous a été un petit peu imposé par la société parfois. Alors, c'est ça. Ça a l'air imposant comme ça. Je voudrais d'abord dire que votre livre est très drôle. Ah, Euh, merci. il y a plein de choses drôles tout le temps, même même dans l'annonce de la grossesse pas forcément désirée, même dans la façon dont vous reprenez. D'ailleurs, c'est marrant, on avait dit qu'on se tutoyait. Euh, Ah oui, c'est vrai. dans la façon dont tu reprends
les termes même, un avis de grossesse, un avis de décès, un avis de tempête, c'est forcément une catastrophe qui arrive. D'ailleurs, au début, on se dit, oh là là, la pauvre, il lui arrive plein de trucs terribles, elle va jamais s'en sortir. Elle reste quand même avec plein d'humour. Est-ce que c'était quelque chose qui était naturel dans l'écriture, ça, ou est-ce que c'était un désir, je dirais, de surtout ne pas être tragique? Je pense que c'est un mélange des deux. C'était, d'abord, c'est ma façon d'écrire, mais c'est ma façon d'être aussi. Enfin, de toute façon, je ne raconterais pas ces choses-là si j'étais encore terriblement affectée par ces choses-là. Je pense que l'humour peut nous sauver de plein de choses. Euh, et que aussi, enfin, je voulais écrire un livre positif en fait, en fin de compte. Parce que tout ça, ce n'est bon, c'est triste, c'est dur, faut le traverser, mais au final, ça n'est que la vie. Enfin, ce n'est que la vie, quoi. Et c'est la vie de beaucoup de personnes. Et donc, je je voulais pas du tout écrire un livre plombant. Même si ça avait été un livre plombant, j'aurais eu du mal à le publier, en fait. Voilà. Je voulais que ça Mhm. reste joyeux parce que ça fait aussi partie des messages. Je commence le livre en disant, en fait, adolescente, je croyais à une féminité positive. Je croyais que j'allais devenir une femme et que ça allait être la fête. Et très vite, en fait, je me suis sentie prise dans un truc hyper castrant, en fait, hyper enfermant, triste, qui faisait peur. Et, et c'est aussi ça que j'avais envie de dire, c'est que malgré tout, on peut quand même rire de tout ça. En fait, il peut y avoir deux choses à la fois. Il peut y avoir le fait que parfois c'est super dur et puis en même temps, bon, bah, on peut choisir d'être joyeux, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile d'être une fille? Je pense que je suis mal placée pour pouvoir dire ça parce qu'en vrai, j'en sais rien. Et je suis sûre que j'ai plein de points morts. Je pense que quand même, mais de mon point de vue, oui, on commence avec des sacrés bagages, quoi. Je pense que on nous transmet surtout l'idée que ça va être dur et que ça, en soi, bah, ça rend les choses plus dures. Hmm. Je voudrais juste signaler quelque chose qui est intéressant parce qu'on pourrait penser d'abord que, parce que c'est un livre uniquement féminin et dans lequel les garçons sont un petit peu mis au pilori, mais c'est un petit passage que j'aime beaucoup. Je ne suis pas convaincue que tout soit aussi facile que ça pour les garçons. Certaines choses le sont, mais leurs modèles sont parfois aussi macabres que les nôtres. Si je garde bien en mémoire les femmes qu'on nommait sorcières, jadis brûlées vives, je sais aussi que les modèles de virilité évoquent des garçons qui partent à la guerre de force et servent de chair à canon, d'hommes non violents dont les corps faiblissent sous le poids du ciment et des dalles qui ont fabriqué l'intégralité de nos routes, de nos immeubles et de nos ponts. Les femmes ont certes peur de vieillir, mais les hommes ont peur de pleurer, se cachent pour souffrir, sont le plus souvent privés de leurs enfants en cas de divorce et écrasés par un devoir de bravoure. J'ai connu des hommes physiquement ou psychologiquement malmenés par leur conjointe qui n'auraient jamais osé s'en plaindre. Si nous, les femmes, avons le droit de ne pas être traitées comme des objets, je ne connais que trop bien le langage et le dédain employés à l'encontre d'hommes laids, émotifs ou en errance financière. Des injonctions maintiennent tout autant cousues les bouches des garçonnets lorsque ces derniers sont les victimes de pédocriminels. Elles poussent de grands gaillards au suicide 3 fois plus souvent que les femmes. Leur ôtent en France 6 années d'espérance de vie. Tout ça n'est pas rien. Alors, voilà, ça sera le seul moment où je parlerai des hommes parce que je trouve que c'est joli ce petit paragraphe qui rappelle que ça peut être aussi difficile l'injonction de la virilité. Alors, c'est un petit paragraphe sur, on va dire, quand même 199 pages, hein. Euh, mais ce qui est très réussi dans ce livre, il faut le signaler, c'est que c'est ta fausse couche, ton histoire, mais c'est notre nombril, en réalité, Hmm, à toutes. hmm, hmm. C'est quand une histoire personnelle devient universelle euh, et pourrait faire dire à plein de femmes, ah, ouf, moi aussi.
Mm. qu'elle est réussie. Si ça n'est que le nombril de la personne qui raconte, ça nous tombe des mains. C'est pas le cas. Voilà, c'est Merci, ça me important. rassure. C'est important de le signaler. Pourquoi signaler sur la couverture comment mon corps m'a sauvé en dessous de entière? Mm. Bon, alors d'abord pour une raison qui est très Est-ce que c'est pratique, qui est l'éditeur? que, ouais, l'éditeur n'y est pas pour rien, mais c'est surtout que, bon, entière, c'est vrai que ça peut vouloir dire, en fait, on a du mal à se faire une idée de ce dont peut parler ce livre avec juste un titre comme ça, que moi j'adore. Donc il fallait ajouter quelque chose pour soutenir en fait ce titre, pour lui donner une petite béquille. Et ça n'a pas été une mince affaire, franchement. Mais j'ai trouvé, en fait, ce que j'ai aimé dans le sous-titre que j'ai finalement choisi, c'est que c'est presque comme si le corps devenait un sujet. Alors que on aurait tendance, on a tendance plutôt à le traiter comme un accessoire, un truc qui est là. C'est moi, c'est moi la personne, c'est moi la vivante, c'est moi l'humain, c'est moi, c'est celle qui réfléchit, qui existe. Et éventuellement qui aide le corps, éventuellement qui lui met un petit pansement et qui l'emmène chez le médecin, etc., etc. Sauf que dans mon expérience, le corps, c'est plus que ça. C'est presque, enfin, c'est presque une entité à part entière. C'est à la fois quelque chose que je dois maîtriser, dont je dois prendre soin, mais c'est aussi quelque chose qui me dépasse complètement. Et parfois, c'est quelque chose même qui prend le dessus sur ma vie, qui m'enseigne des choses sur moi. Et donc, dans ce sous-titre, je voulais, voilà, comme le signaler au lecteur euh, en fait, le corps a été agissant. Ce n'est pas seulement quelque chose de passif qui subit. Il est aussi actif, le corps. Il dit stop d'ailleurs déjà. Il dit stop, ouais, et je pense que beaucoup de gens maintenant seraient d'accord pour repérer ça. Mais il dit stop, il dit non, et il dit oui aussi. Je pense qu'on entend peut-être moins souvent quand le corps dit oui que quand le corps dit non, même. Euh, Et, et en réalité, pour moi, c'est presque la boussole qui peut nous empêcher de juste faire les choses par automatisme. Parce que c'est ce qu'on a appris qu'il fallait faire. Parce que nous, c'est comme ça qu'on fait. Le corps, bah, c'est un animal, quoi. Hmm. Alors, certains ne le savent pas, mais tu es comédienne, tu es aussi une voix, euh, Mhm. la voix d'une célébrissime fatale dans un jeu vidéo. Comment on fait pour écrire sur son propre corps quand son métier, c'est de se glisser dans le corps des autres? Oh, et bah, on le fait. Mais en réalité, quand je joue, je n'ai pas l'impression de me glisser dans le corps des autres. Je dis Alors, les tu mots. glisses ton corps dans celui, dans la peau ou dans l'enveloppe des autres? Est-ce que la chair du Non, personnage, c'est je vais toi? toujours chercher dans mon corps, en fait. C'est C'est toujours en ça. moi que je vais chercher les émotions, que je vais chercher la réalité. Justement, l'universalité Hmm. de ce que raconte un personnage euh, passe forcément par le fait que, bon, bah, parfois, je ne connais rien de ce qu'a vécu cette personne, ce personnage, mais je vais aller euh, creuser en moi pour déterrer cette espèce de couche archaïque parce que je pars du principe que de toute façon, cette connaissance existe en Hmm. moi. Donc je pense que c'est un processus presque similaire, si ce n'est que quand j'écris sur mon corps, j'ai plus un travail de mémoire à faire et moins un travail d'imagination ou ouais. Alors oui, tu aurais tendance à créditer la phrase de mon prof de théâtre qui disait la chair du personnage, c'est toi. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Comment ça s'est construit? C'est assez chronologique comme livre, mais est-ce que ça s'est imposé tout de suite comme ça ou c'était une réflexion de se dire je vais raconter dans l'ordre
bah, cette fausse couche qui est quand même, je dirais, presque un climax, presque un déclencheur. Et Mhm. ensuite, la résilience qui en a découlé. En fait, alors je me suis beaucoup, comme j'ai mis beaucoup de temps à accoucher de ce livre, je me suis beaucoup posé des questions justement sur la structure. Je savais pas comment relier les choses les unes entre les autres. Je savais pas si... Et donc, évidemment, je me suis posé la question, est-ce que j'écris dans le désordre? Est-ce que je fais comme des petits chapitres complètement épars et que voilà. Mais finalement, comme il se passe un truc, en fait, finalement, je me suis dit, il y a quand même un truc sympa, c'est que ça commence à mes 20 ans et ça se finit à peu près à mes 30 ans. Et ça commence avec cette fausse couche et il y a ce moment, je sais pas si je dois le raconter ici d'ailleurs, parce que bon, mais il y a ce moment que j'ai vécu à l'âge de 30 ans qui me reconnectait, enfin, lors d'un stage de méditation, je me suis reconnectée sans le vouloir à cette fausse couche et ça arrivait vers la fin du livre et donc une fois que j'avais trouvé que j'avais ces deux pôles, voilà, que j'avais ces deux poids, je me suis dit qu'il fallait que ça soit chronologique. Euh, et en même temps, c'était pas mal aussi, parce que ça montre que même quand on choisit de raconter les choses de façon linéaire, mais en fait, notre évolution ne l'est pas. Oui, oui, bien sûr. Mais alors, c'est assez, je dirais, c'est presque un suspense parce que au début, on a l'impression que tu t'en rends pas compte. Il a une espèce de vie, puis il t'envoie des scuds, et puis tu veux pas le voir, ou voilà. C'est vraiment intéressant tout d'un coup parce que à la fois, euh, le corps est en train de parler. Hmm. Euh, c'est comme si la tête continuait son bonhomme de petit chemin. Voilà, mais non, mais moi je fais ça, je ne suis pas au courant, etc. Ouais. C'est très intéressant. Euh, et c'est très perceptible dans ton écriture, ça. Hmm. Ah, merci. Bon, voilà. Et la question qui découle de ça, c'est euh, comment on fait pour identifier tout d'un coup que le corps est en train de parler? Comment, en dehors des merdes qui nous arrivent, genre j'en ai plein le dos, je suis complètement bloquée en travers du lit ou des choses comme ça, à quel moment euh, euh, tu sens euh, que le corps te parle? Bah, je dirais que d'abord, c'est dommage. En fait, je pense que dans notre société, puis dans mon expérience, j'ai fait l'inverse de ce que j'aurais dû faire. C'est-à-dire que comme je n'écoutais pas du tout mon corps, enfin comme je vivais sans corps, on va dire, et que je vivais en fonction de ce que j'avais décidé mentalement et de ce qui me semblait logique, selon une certaine logique. Par exemple, que cette fausse couche n'aurait pas dû me faire souffrir, qui est le premier exemple, puisque raison A, B, C, D, E, voilà, il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui permet de donner de la légitimité à une quelconque tristesse. En fait, moi, mon corps a dû commencer à me parler un peu enfin, il a dû s'interposer, en fait. Alors que je pense que si d'abord on commençait par lui laisser la parole, on n'aurait pas besoin de passer par là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on se coupe un peu pour ensuite recréer un lien. Mais je pense que ce lien, on peut le cultiver, on peut faire silence, on peut vraiment se demander, et ça passe par des choses toutes simples. Ça passe par se demander de quoi j'ai envie. J'ai mis des années avant de savoir ce que j'avais envie de manger. Ça passe par se dire, OK, là, en fait, parce que les signaux du corps, les premiers, les plus évidents, c'est, ah ben, j'ai sommeil, par exemple. Sauf que nous, la plupart du temps, on a sommeil Hmm. et en fait, on fait comme si on n'entendait pas. On fait comme si ça n'existait pas. Et puis, on se réveille fatigué le lendemain. Et puis, on se dit, ah, hein, bon, puis on se traîne, etc. Mais en fait, ça peut commencer juste là, d'écouter le corps. C'est de savoir, ah tiens, j'ai faim. Ah, j'ai faim de ça. Ah, j'ai envie de dormir. Bon, je vais dormir. Je vais prendre un quart d'heure, là, c'est pas grave. Bon, je suis avec des amis, mais enfin, on pourrait s'autoriser à faire ça. Et je pense que ça Oui, construirait déjà un oui, lien. Euh, et après, une fois qu'on a pris cette habitude, c'est comme un lien de confiance justement qui se crée. Et une fois qu'on a pris cette habitude, on peut commencer à se dire, bon,
ce poste, j'ai envie de l'accepter ou pas? Et de voir ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que ça me... Est-ce que mon cœur s'accélère? Est-ce qu'il s'accélère pas? Est-ce que j'ai un sourire qui naît sur mon visage? Est-ce que j'ai peur? Euh, mais tout ça, ça s'apprivoise, même si je Mhm. pense qu'au début de nos vies, c'était tout ce qu'on connaissait. Mhm. Oui, il y a d'ailleurs des relations avec les hommes qui sont super drôles, avec monsieur coche toutes les cases, et en fait, ça marche pas du tout. C'est pas, c'est, tu peux nous parler un peu Ah de ouais, alors cette ça, c'était un moment correspondance avec incroyable. la tête qui décide que le mec, c'est le bon et le reste qui est pas du tout d'accord. Complètement. Et j'ai longtemps été un peu une sérielle célibataire et donc je m'accrochais, je voulais absolument trouver l'homme de ma vie et c'était un peu... ouais, ça prenait de la place dans ma tête. Et un jour, voilà, je rencontre le mec qui me semble être... c'est évident, c'est évident. En plus, il y avait des synchronicités, on se rencontre mais vraiment au bon moment, d'une façon un petit peu improbable. Et on va dîner ensemble, et dans ma tête, je me dis, mais voilà, c'est parfait, il fait un métier artistique comme moi, il a à peu près mon âge, il est célibataire, oh, il veut des enfants, ah oui, puis bon, il est beau, et puis, bon, etc., etc. Et dans ma tête, c'était tout bon, on s'entendait bien, évidemment, je me sentais pas... enfin voilà, on s'entendait bien, on rigolait énormément, il était très drôle. Et voilà, et je pense que dans ma tête, c'était tout vu. Mais vraiment, une fois que je me suis retrouvée avec lui sur mon canapé, en train de batifoler, en train de juste de commencer à s'embrasser, etc., j'ai vraiment pour la première fois de ma vie senti comme une fermeture éclair. Mon corps s'est complètement refermé. Et là, bah, ça m'a pas trop plu, quoi. Donc là, je me suis dit, non, j'ai bien entendu, en fait. Voilà, c'était la première fois, j'étais étonnée de la force de ce signal. Et en même temps, je me suis dit, ah bah non, non, là, le corps doit pas avoir raison. Là, là, ça doit être n'importe quoi. Donc j'ai complètement ignoré ce signal. J'ai passé la nuit avec cet homme. Et puis en fait, bah, non seulement il ne s'est vraiment rien passé d'intéressant entre nous, mais presque moi j'ai développé par la suite une espèce de d'obsession un peu malsaine vis-à-vis de lui. Je me suis accrochée, accrochée, accrochée. Enfin, je me suis complètement éloignée quoi de la ligne pourtant simple, de la consigne en fait pourtant simple qui m'avait été donnée. Et je suis sûre que si je m'étais juste arrêtée en me disant, tu sais quoi, même je le sens pas là, revoyons-nous. Je suis sûre que tout aurait été différent. Mais c'est Ouais, pareil. c'est vraiment un parcours intéressant. Alors, c'est un parcours aussi qui rappelle des choses très essentielles. Par exemple, quand on met un enfant au sein, ce qui n'est pas du tout le cas dans ton livre, on a soif. On a tout de suite soif, très soif. Hmm. Et ça Ouais. sert à une chose. Ça sert à ce que le lait se refasse. Mais si on ignore cette soif, on- elle disparaît. Et du coup, Ouais. on n'a pas assez de liquide pour faire du lait. Ah, Donc, juste. moi, ça m'a rappelé des choses de la grossesse qui sont impérieuses. Le début de la grossesse, par exemple, ou quand on s'endort, ces espèces de somnolence, on tombe de sommeil. C'est-à-dire qu'à Ouais. 18 heures, pouf, tout se ferme. C'est tout. Ouais. Ce besoin de récupération du corps, parce qu'il est en train de procréer, il est impérieux, en fait. Ouais, Je crois c'est qu'il n'y a tout pas à fait de vrai. moment plus impérieux que ce moment des 9 mois. Et c'est fou parce que j'ai Ça retrouvé, s'impose. alors que ça Ouais, n'était ouais. pas raconté, la façon dont, voilà, dans la façon dont le corps peut imposer et dicter sa loi. Quel est Hmm. le lien qu'on pourrait faire avec tout ce qui s'est passé avec MeToo? Est-ce que les femmes ont commencé peut-être à lâcher l'injonction et à écouter ce que le corps racontait, notamment le non-consentement? Ben, je pense que je pense qu'avec MeToo, il y a eu enfin, il y a eu un excès en fait. Il y a eu un besoin de commencer à rectifier les choses en fait, à dire une vérité qu'en fait au fond de nous, enfin parmi nous, beaucoup
gardait comme un monstre dans le ventre, quoi. Euh, avec cette impression que il ne faut pas en parler, on ne peut pas en parler, je peux pas, enfin voilà, et puis je veux pas être la première à en parler. Et puis une fois que ça a commencé, oui, je pense que justement les ventres se sont ouverts. Et, euh, et comme ça faisait du bien, on a continué. Mhm. Et puis bon, c'est Est-ce que sûr. ça a été, Vas-y, vas-y. est-ce que ça a joué dans une partie de ce que tu racontes, ce phénomène, ou pas du tout? C'était écrit avant. Non, alors d'abord, non, c'était pas écrit, enfin, c'était pas écrit avant, mais par contre, ça s'est passé avant. Moi, j'ai vécu une agression D'accord. sexuelle, c'est ce que je raconte dans ce livre. Cette agression s'est passée avant MeToo. Et ce que j'ai fait pour gérer Oui. cette agression sexuelle, puisque justement à l'époque, alors là, on n'en parlait vraiment pas, enfin, il n'y avait pas encore eu MeToo, quoi. Euh, et donc, j'ai ressenti le besoin de gérer ce qui s'était passé à ce moment-là, d'en faire quelque chose, de me rétablir. Je savais pas trop comment m'y prendre. Aller au commissariat, tout ça, ça me semblait pas ce dont j'avais besoin, mais ça me semblait aussi pas, même pas comme une option. Enfin, bon, voilà, encore une fois, c'était avant MeToo. Oui. Euh, mais une fois que ça s'est... En fait, comme j'étais... alors, je sais pas si je dois dévoiler ce qui se passe dans le livre ou pas, mais euh, c'était ça que Pas j'avais trop. envie de... voilà, c'était ça que j'avais envie de raconter, en tout cas. C'est une réparation d'une autre C'était pas forme. tellement l'agression dans le salon, parce que enfin, c'est comme la fausse couche. Si. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, ce que je trouvais... ce que j'avais envie de partager, surtout, c'était comment j'avais décidé de continuer à vivre ma vie malgré tout. Et Mhm. ce que j'ai fait à ce moment-là pour redonner du sens, en fait, pour avoir le dernier mot, pour être celle qui écrit la fin de l'histoire, pour être celle qui décide euh, de, de, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est vrai que maintenant, quand je repense à cette agression, en fait, je repense pas à l'agression. Je repense à ce que j'ai fait après l'agression À la et réparation. à la réparation. Ça change toute mon expérience. C'est une Mhm. réécriture presque euh, du destin. Donc c'est venu comme Il y a une ça. chose très intéressante. C'était pas pour participer, enfin c'était pas particulièrement pour dire MeToo justement. C'était plutôt pour dire Oui. on peut, on peut, on peut, t'as compris. On peut faire quelque chose Inventer de ce sa qui nous réparation. arrive. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a une chose très intéressante aussi, je le disais tout à l'heure, tu es la voix dans un jeu vidéo d'une héroïne, une héroïne qui a un autre corps et tu te glisses donc dans quelqu'un sans ton image. C'est très intéressant ça. Comment ça, est-ce que ça a joué? Est-ce que ça t'a aidé à des moments tout d'un coup de découvrir ce que ça pouvait être, d'être la voix d'un corps qu'on ne voit pas en fait, enfin qu'on voit mais qui n'est pas du tout le tien? Alors c'est assez libérateur en fait de faire des personnages, de faire la voix de personnages. Ce que je trouve En marrant plus, c'est une avec killeuse. celui-là, voilà, c'est que non seulement c'est une killeuse, elle est bleue, bleu-violette, pour la simple raison on a fait des opérations scientifiques sur elle pour ralentir son rythme cardiaque, pour qu'elle soit une snipeuse ultra efficace, qu'elle ne tremble pas. Donc en fait, on lui a ôté son corps d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle, vraiment, c'est une machine à tuer, quoi. Et elle le dit très souvent, elle n'est pas là pour ressentir des émotions, elle n'est pas là pour... voilà, elle est vraiment juste là pour être performante. Et donc, je dois dire que je prends beaucoup de plaisir à la jouer. Mais simplement parce qu'elle prend du plaisir à faire des choses que je ne ferai jamais de ma vie, évidemment. Et donc, elle m'offre quand même un espace. Et en fait, elle offre à mon corps un espace pour jouer de ces choses-là, voilà, d'être une assassine, de tuer, mais pas seulement, mais de vouloir tuer, de vouloir, etc. Et donc, je m'amuse beaucoup avec ça. Elle dit quand elle
tue, elle se sent vivante. C'est quand même pas, c'est quand même un sacré truc. Ouais, 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 c'est un sacré truc. Mais bon, à sa décharge, euh, on lui a lavé le cerveau. Donc, allez, c'est pas complètement de sa faute. Ouais. Oh. Euh, je ne l'ai pas dit non plus parce que ton français est évidemment excellent puisque tu es une moitié parentale française, mais tu fais aussi cette voix en anglais puisque tu es en partie anglophone. Est-ce que la double culture, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport au corps, dans ton rapport à l'écriture de ce livre? Aurais-tu pu l'écrire en anglais d'ailleurs? Alors, j'ai tendance à pas aimer écrire en anglais parce que je pense plus en français. Et donc, c'est plus simple pour moi. En revanche, il y a plein de tournures qui me viennent d'abord en anglais. Et que je m'amuse ensuite à traduire en français pour retrouver, notamment d'ailleurs, ce qui est de l'humour en général. L'humour, le rythme de l'humour, Ok. enfin, quand quelque chose, en général, ça me vient, une métaphore un peu, une image un peu drôle, en général, ça me vient en anglais. Et ensuite, bah, je dois le traduire ou le retranscrire ou retrouver quelque chose de cet ordre-là. Euh, le fait que voilà, c'est plutôt Tu le dis fait que filer j'ai. l'anglaise ou filer la française alors? Oh, ouais, ouais, filer à l'anglaise. Mais c'est comme Waterloo. Waterloo. Waterloo, c'est une défaite, mais Waterloo, c'est une victoire. Euh, C'est ça. ouais, non. En revanche, ça m'a aidé, enfin, ça donnait du sens par rapport à mon titre. C'est-à-dire quand même, ce qu'il y a dans le livre aussi, c'est cette idée qu'on peut être plusieurs choses à la fois. On peut être féministe et puis réserver enfin, un passage aux hommes et ce passage est sincère. On peut vivre des choses très dures et puis en même temps y mettre de l'humour et puis en même temps y voir aussi quelque chose de beau. Et en fait, je crois que ça, c'est quelque chose qui m'a un peu suivi toute ma vie, puisque j'étais anglaise, française, je parlais plusieurs langues. À la maison, il y avait plusieurs cultures. Et puis après, dans mes métiers, j'ai fait du théâtre et puis j'ai écrit. Et puis à un moment, je chantais de l'opéra aussi. Enfin, et j'ai souvent été confrontée à cette question, mais t'es quoi en fait? T'es, t'es- Les cases. les gens ne savaient pas, voilà, les gens ne savaient pas dans quelle case me mettre et mes employeurs souvent ne savaient pas ça les intéressait pas en plus. C'est ça que je trouvais le plus fou, c'est que quand je travaillais dans le cinéma, ça intéressait pas forcément les gens de savoir que j'avais écrit un livre en fait. Alors que pour moi, c'était forcément un plus. Enfin, c'était intéressant. En tout cas, ça se voit pas tous les jours. Enfin, et voilà. Et donc, en ça, ça a inspiré aussi l'écriture de ce livre, de dire. Parce que je pense qu'on s'empêche parfois de penser les choses telles qu'on voudrait les penser, simplement parce qu'on a l'impression qu'on s'est mis un peu dans une case, ou qu'on a pris une voie, et que cette voie nous empêche du coup, voilà, par exemple, de dire que je peux avoir de la compassion pour les hommes à certains moments. Surtout en ce moment, je pense que ça doit pas être facile. Les cartes sont rebattues. Enfin, et mais bon, ça veut pas dire non plus que je leur pardonne toutes les horreurs du monde. Enfin, voilà. Bien sûr. Donc ça, je pense que du coup, ça fait un peu partie de ma personnalité sans que, sans que je l'ai voulu nécessairement. Mhm. Tes lectures, c'est plutôt en anglais ou c'est plutôt en français? Les deux. Les deux. Et Tu les lis rêves, dans la langue de l'auteur, j'imagine, pas des oui, oui, livres oui, traduits. oui, voilà. C'est quand l'auteur est anglophone, je lis en anglais. Quand l'auteur est francophone, je lis en français, ça dépend. Et les rêves, c'est en fonction de ce que j'entends le plus. Ouais. Tu comptes en quelle langue? Et bah, ça dépend dans quel pays je vis, mais plutôt en français, je dois dire. Hmm, Je crois que je suis quand même à 51% plus à l'aise en français et 49% en anglais. d'accord. Alors, tu as vécu en Australie. Est-ce que tu dirais que la- le côté anglophone est le même ou que c'est vraiment une autre culture? Hmm. En fait, non, il y a deux cultures, mais je vis aussi à Los Angeles depuis quelques années. Enfin, la moitié du temps, enfin la moitié de l'année.
Et depuis que je connais les États-Unis, je me sens plus proche des Anglais. C'est-à-dire que depuis que je vais aux États-Unis, je me sens plus européenne. Et je Oui. perçois quand même que la réelle distinction, c'est pas tellement entre les Anglais et les Français, un peu, mais bon, on peut toujours en trouver. Hmm. Mais en réalité, la vraie différence, elle est c'est entre les continents, quoi. Entre les Américains et les Européens. Euh, Là, on est dans des systèmes différents. Est-ce que le livre est traduit en anglais? Est-ce qu'il va Pas sortir en anglais? encore, Pas encore. je Est-ce que c'est toi qui vas l'espère. faire la traduction ou Je pense pas. La traduction, c'est pas un exercice que j'aime particulièrement. ouais. Je me trouve pas bonne, d'abord. Et ça, c'est frustrant parce que quand on connaît une langue, on sait ce qu'on cherche. Et parfois, dans la traduction, on peut s'en rapprocher beaucoup et ne jamais vraiment atteindre Hmm. le truc qu'on cherche. Ça, pour moi, je trouve ça vraiment Ouais. difficile. En plus, je pense que je suis pas très bonne et que c'est vraiment un métier et que c'est pas mon métier. Et donc, quand j'essaye, parfois j'essaye, hein, mais j'ai pas beaucoup de patience. Je suis pas géniale. Par contre, s'il y a un traducteur, je relirai la version anglaise avec plaisir et je donnerai peut-être des indications ou des Oui. précisions ou je ferai peut-être des choix de mots. Pour que ça soit au plus juste. Voilà. Mais me réécrire en anglais, je pense que Hmm. ça serait difficile. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que Nancy Houston se traduit elle-même et rend son manuscrit quand il rend le ton juste en anglais et en français. Waouh! Et Tatiana Dronet l'a fait pas pour ses livres du début, mais l'a fait maintenant pour les livres récents, en fait. Ouais. Ah bah, elles ont du courage. Moi, je sais pas comment elles font. Alors justement, c'est très intéressant parce que quand on se positionne comme tu le fais en se libérant, etc., par rapport au corps, et tout, est-ce que c'est est-ce que c'est le même positionnement? Est-ce que tu sens les femmes traitées ou positionnées de la même façon si tu es sur le continent européen ou si tu es sur le continent américain? Qu'est-ce qui change? Alors, un truc que j'ai remarqué aux États-Unis quand je suis allée y vivre, c'est que, enfin, les États-Unis. Alors, d'abord, c'est un bien grand mot. Je sais pas pour les États-Unis, mais en tout cas, en Californie, je peux porter ce que je veux. Je n'ai jamais, ou allez, je vais peut-être pas dire jamais, mais peut-être une fois en 5 ans, donc essentiellement jamais, eu de regard ou la sensation que ce que je portais n'était pas bien, qu'il fallait que je fasse attention. Je pourrais me balader en bikini et tout le monde s'en ficherait en fait. Les gens Hmm. s'en fichent. Les hommes, les femmes, tout le monde s'en fiche. Et ça fait beaucoup de bien. Ça, je m'étais même pas aperçue avant d'aller là-bas à quel point quand même, quand je suis à Paris, bah oui, je m'habille pas n'importe comment. Et, et, et voilà. Euh, mais je sais pas si j'ai remarqué à part ça une grande différence qui soit vraiment due aux hommes et aux femmes. Là-bas, il y a Le une rapport grande... entre les deux, je voulais dire. Par Ah, le exemple, rapport entre les deux, oui, oui, oui. oui, leur truc de date, là, Ah oui, non, alors qui ça, je est, supporte pas, ouais. qui est présent tout le temps. Voilà, C'est un ouais, date, ouais. c'est pas un date. Ouais, Enfin, bon, ouais, ouais. dans Oui, leur bah c'est film par aussi. exemple la non-exclusivité, c'est-à-dire que quand on commence à fréquenter quelqu'un, en France, le postulat, c'est que bon, on s'est embrassé, on a peut-être voilà, passé du temps ensemble, donc a priori, on est ensemble, enfin, on se fréquente l'un et l'autre et on n'en fréquente pas d'autres, en tout cas, euh, si ça n'a pas été signalé, alors que l'inverse est vrai aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, on commence par voir 5 personnes en même temps. Enfin, moi, j'ai jamais été capable de faire ça, mais bon, les gens commencent à voir 5 personnes en même temps, ça pose pas de problème. Donc, ils font des dates, voilà, avec Chelsea, Léa, Stéphanie, voilà. Et c'est seulement au bout de plusieurs mois qu'on peut avoir une conversation et se dire, bon, est-ce que tu veux qu'on devienne exclusif? Ok. Donc ça aussi, c'est encore un petit jeu. Il faut pas poser les questions trop tôt, faut pas poser les questions trop tard, parce que sinon le temps passe et ça veut dire que quand même la personne à laquelle on est peut-être en train de s'attacher
t'es en train de continuer à voir d'autres personnes. Enfin, bref, donc mais c'est un peu un mindset un peu de consommation, quoi. Je vais Tu dépenses pour attendre. me faire un harem, quoi, en fait. Ouais, non, je vais attendre d'être sûr de mon achat avant de m'engager, quoi. Alors que nous, on se dit, bon, on donne une chance, et puis si dans une semaine, on se rend compte que ça marche pas, ben, on arrêtera. Hmm. Hmm. Deux salles, deux ambiances. Ouais. Alors, nous voilà entièrement au complet, puisque Nathalie revient nous poser des questions, Oui. Au enfin bon te moment. poser des questions, tout du moins. Je trouve que le ton de cette rencontre est à l'image du ton de l'écriture du livre, donc tout va bien. Donc tout va Moi aussi, bien. je l'ai lu et Elle je nous a trouve pas que, trop menti. voilà, moi aussi je l'ai lu le livre et je trouve qu'on est complètement raccord. Alors il y a des questions, et il y a une première question de Michel Le, donc au féminin, Mhm. une question du bac, attention, on se concentre, Chloé. En quoi les expériences vécues en relation avec notre corps affectent-elles notre confiance en et notre estime de soi? Vous n'avez pas 2 heures, hein, par contre. Ah ouais. Ok. Bah, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire fondamental au sens où c'est un fondement. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Je dis, c'est marrant, on parle toujours de la confiance en soi comme si c'était quelque chose, comme si c'était un bouton qu'on allait actionner. Comme si j'allais faire un stage ou lire un livre ou regarder 3 vidéos YouTube et que j'allais avoir confiance en moi. Alors que pour moi, la confiance, c'est quelque chose qui se construit à deux. Et donc, dans la relation qu'on a au corps, c'est vraiment ce lien dont on parlait tout à l'heure avec Frédéric. C'est d'accord, là, tu as envie de dormir, bah, pour une fois, je vais t'écouter. Là, en fait, il y a trop de bruit dans cette salle, cette fête, même si c'est vrai, il est que 21 heures. Normalement, je rentre à minuit ou 1 heure des fêtes. Mais là, en fait, j'ai pas envie d'être ici, je vais rentrer. Et en fait, ces petits gestes euh, qui disent au corps, OK, je t'écoute, je te respecte, je comprends, je vais pas essayer de te convaincre que ta fatigue, que ce que tu essaies de me dire, pour mon bien, n'a pas de valeur. Ben ça, c'est ce qui construit pour moi la confiance. C'est d'aller dans le sens du corps, parce qu'en fait, aller dans le sens du corps, c'est aller dans le sens de soi. Et dans votre tête, Chloé, est-ce qu'il y a d'un côté le petit diable, comme dans Tintin, là, le petit diable et le prince ou pas? Parce que Non, je suis obligée de séparer un peu les choses pour en parler, mais en vrai, ça devient très fluide. En vrai, je pense qu'on a tous ces signaux et c'est juste qu'on n'a pas, on n'est pas à l'écoute. Et en fait, ce qui change, c'est juste que plus les jours passent et plus on s'autorise à, à entendre et à donner de la valeur à son ressenti. Et après, ça se fait un peu tout seul. Alors, il y a Maud qui ne nous a pas encore lu, mais qui dit, j'ai l'impression qu'il est beaucoup question d'écoute. Mais quelle place prend pour vous le lâcher-prise dans votre vie? Hmm. Bah pour moi, il me semble que quand on est enfin, être à l'écoute, c'est aussi une forme de lâcher prise. C'est-à-dire, encore une fois, comme je l'explique, on a l'impression que je passe ma journée à analyser, mais en fait, c'est pas vrai. Je passe mes journées à mettre de moins en moins de bâtons dans les roues d'un processus qui est complètement naturel. Et ça nous semble difficile parce qu'on n'a pas l'habitude, et peut-être qu'il faut passer par une petite étape où évidemment ça passe un peu par la conscientisation, donc ça paraît un peu casse-tête, mais au final tout ça encore une fois, on l'a tous fait, c'est ce qu'on faisait bébé, et c'est ce qu'on faisait en naissance, et c'est ce qu'on a fait enfant, et il faut juste retrouver cette spontanéité, et pour moi le lâcher-prise, c'est cette spontanéité. Alors, Alors, je voudrais juste montrer Ouais. l'autre photo de Chloé, L'autre qui moi. est là, l'autre elle. de se mettre dans la tête de ce personnage-là, je pense. Ah bah il vaut mieux voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça jouer. Exactement. Laurette revient sur le titre. Elle dit par rapport à votre titre entière, peut-on voir dans entière le fait qu'il n'y a pas de castration, d'empêchement? En tout cas, on peut voir que euh,
au lieu de se diviser, de se mettre, de s'éloigner de parties de soi, qu'on a le droit de tout inclure, de tout intégrer, de tout rassembler et d'accepter d'être plusieurs choses en une, d'être même parfois d'être paradoxal, d'avoir des contradictions euh, et de pas essayer de lutter contre ça. Qu'on est un peu, qu'on est comme une constellation, qu'on est un écosystème en fait. Oui, il y a une sensation quand même au début où on lit, on se dit avant d'être entière, c'est un puzzle, hein. Oui, 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 oui. Ou elle est Mais divisée en tout justement, cas. mais oui, et je me sentais beaucoup divisée. Puis je sentais qu'il me manquait des choses aussi. Euh, et puis, enfin, tout ce processus, ça a été finalement de me dire, mais peu importe, même si tout ne s'est pas déroulé de la façon la plus parfaite, en fait, ce que je suis, même avec ce qui me manque, entre guillemets, mais c'est moi. Enfin voilà, moi, mes peurs, moi, mon impression de ne pas être assez, moi, tout ça, c'est moi et ça suffit. Oui. Je recommande aux lecteurs les passages sur tout ce qui est le bien-être, les thérapeutes. C'est particulièrement truculent quand même. Euh, Ouais, elle est très addicte, elle se cherche beaucoup chez toutes les méthodes possibles imaginables, cette ouais. fille. Ouais, mais Euh, ça aussi, voilà, ça part du principe, un jour, je vais trouver le code pour être à la hauteur. ouais. Et en fait, il y a beaucoup moins il y a beaucoup moins à faire, je pense, pour être à la hauteur. Ce qui est bien, oui, pardon, avant que j'oublie ma question, parce que ça, c'est Vas-y, la vas-y, mienne. vas-y, vas-y. La liberté de ton que vous avez dans ce livre, est-ce que vos éditeurs vous l'ont un peu orienté, vous ont laissé complètement carte blanche? C'est ça, en fait, ce qui est extra, c'est ce que disait Frédéric, c'est cette liberté de ton et votre humour et de mettre de la légèreté dans des choses graves et pesantes, en fait. Alors, non seulement j'ai eu complètement carte blanche, mais mon éditeur, donc qui était le même éditeur que pour Fuck les régimes, bah, je pense que c'est ça qu'il a tout de suite aimé dans mon écriture. Et lui, ce qu'il importe, c'est juste, enfin, c'est simplement que ce soit juste. Enfin, que ça lui semble, voilà, que ça lui semble juste comme retranscription, comme émotion, mais euh, ouais, en tout cas, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de liberté, ouais. Frédéric, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'était, ça vient comme ça. Oui, l'éditeur, je le rappelle, c'est Payot, Ouais. dans la Oui, collection Payot oui. Psy. C'est important de citer les éditeurs. Euh, c'est pas psy pour moi. Enfin, c'est psy en fait parce que c'est la psychologie d'un personnage. Mais c'est marrant, j'ai tendance à parler d'elle et non pas de toi. Oui, Parce oui, qu'il me oui. semble que toute cette évolution, on n'est plus là en fait. Ce n'est plus cette femme-là que tu es aujourd'hui. Oui, 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 oui. C'est possible. Oui, C'est possible. j'en parle comme d'un personnage en fait. Ouais, 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 ouais. Toi, c'est Oh, bah, l'auteur. il y a un peu de Voilà. vrai. Voilà, moi, c'est l'autrice et puis elle, c'est. Ouais, tes titres sont attractifs, légères, hormonales, animales, réceptives, non, 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 non. Il y a tout un tas de titres comme ça qui rendent la lecture très fluide, je dirais. On est dans une petite facette d'une personne. Et au Hmm. fur et à mesure, cette personne ne va plus être la même. Tu construis en fait comme au théâtre, hein, ce qu'on appelle l'arc du personnage, qui va vivre une aventure et puis évoluer et puis devenir quelqu'un d'autre. C'est Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une transformation quand même. ouais, c'est une métamorphose. Ouais. Il y a une question de quelqu'un que vous connaissez très bien, Chloé. Oh, Quelle est cette histoire de confiance en soi que notre société nous rabâche par la même occasion? bah, c'est moi qui ai posé cette question. Page 100. C'est bien, elle connaît bien son texte. C'était fait pour vous. Ouais. C'est pour tester ceux qui n'ont pas écrit leur livre. Voilà, ça y Ouais, est, ouais, voilà. ça réussit, c'est bon. Sauf si vous avez bien écrit les livres. Je dis ça, Non, mais c'est quand bien vous de le avez... vérifier.
Quand j'ai interviewé Frédéric, je lui ai posé une question. Elle a dit, mais qui a posé cette question? J'ai dit, ben, toi. En plus, elle savait la page et tout. C'est C'est une génial. catastrophe, cette intervieweuse qui lit les livres. Donc là, pour être retrouver la question à la page 120, plus très exactement. Donc voilà. Non, très de plaisanterie. Moi, j'aimerais bien savoir, parce vous avez écrit un livre, donc on parle de littérature. Quel genre de lecture vous lisez, vous? Vous lisez de tout? Vous lisez quand, comment? Vous êtes... Alors, moi, je lis de tout, je pense. Enfin, moi, non, pas forcément des ouvrages très hautement, je sais pas, mathématiques, scientifiques, mais bon, grosso modo, je m'intéresse à plein de choses. Je lis un peu tout le temps, mais un peu par période. Mais ça va, les trous sont pas trop longs, mais c'est vrai que j'ai tendance à en lire trois d'un coup et puis à m'arrêter pendant une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, et puis à m'y remettre. Euh, oui, voilà. Et c'était pour que je recommande un livre, c'est ça? Non. Non, on fera après votre conseil Ah, de d'accord, lecture. d'accord. Ne vous inquiétez Non, mais pas. j'adore lire et je lis en anglais, en français. J'adore lire ce qu'en anglais on appelle la narrative non-fiction, ce qui est un peu, je pense, ce que j'ai fait dans mon livre, c'est-à-dire la non-fiction narrative. J'adore les histoires vraies. C'est pour ça que même à une époque, j'avais créé un podcast et c'était des histoires vraies. En fait, je me suis rendu compte que vraiment, j'adore les histoires vraies. Euh, C'est ça que j'ai j'aimerais bien. beaucoup... Excusez-moi, Pardon? j'y pense, je rebondis là, parce que vous êtes une voix de personnage dans un jeu vidéo. Mais est-ce qu'on vous a déjà proposé de faire de la lecture de livres? Eh bien non, on me l'a pas encore C'est proposé, quoi mais c'est vrai que j'aimerais bien. Et si un jour il y a une version audio de mon livre, bon, évidemment, j'adorerais le lire. Ah, Parce que vous n'aimeriez pas, je pense que ça s'y prête en plus. Enfin, vous n'aimeriez pas vous traduire, mais vous aimeriez bien vous lire. Ça, c'est oui, intéressant. c'est vrai, c'est vrai. Mais Pourquoi? parce Ah, que parce c'est que c'est une compliqué voix. dans des deux langues dans la tête, c'est quand même, c'est pas une mince affaire. Alors que bon, me lire, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et des lectures au théâtre, vous en avez faites ou pas du tout? De lire pour moi Oui, chez moi, de livres, parce que des fois, il y je a lis des... pas beaucoup les pièces de théâtre. En vrai, je vois pas trop l'intérêt de lire du théâtre, personnellement. Moi, pour moi, le théâtre, ça n'a que pour vocation bah, justement, de faire ressentir des émotions, de percevoir son humanité à travers le récit de l'autre, etc. Et je n'ai pas beaucoup de plaisir à lire du théâtre. Quel est l'auteur phare, celui qui vous a le plus marqué? Alors, je pense que, alors, il y a dans deux genres différents. Il y a Emily Bronte, parce que j'ai adoré, tellement adoré Les Hauts de Hurlevent quand j'étais petite que ça m'a longtemps suivie. Et dans les dernières années, en fait, je me suis prise d'amour aussi pour Cheryl Strayed. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Elle est américaine, elle a écrit Wild, Ah oui, qui est ensuite devenu un film avec Reese Witherspoon. Et pour une raison, enfin, je pense qu'elle écrit très très bien, mais est-ce que c'est la meilleure autrice du monde? J'en sais rien, mais en tout cas, elle m'émeut incroyablement et je l'adore. et si vous aviez la possibilité de lui poser une question, vous lui demanderiez quoi? Peux-tu m'épouser? Non. Euh, C'est spontané, hein? ouais. Non, oh là, ben, oh non, tu veux être ma copine? Ouais, c'est quelqu'un que j'aimerais bien avoir dans ma vie. D'accord. Alors maintenant, passons à votre conseil de lecture. J'aimerais bien savoir quel livre vous avez choisi. Et ben, ça m'a rappelé que un de ces livres qui a été récemment traduit en français. Je peux en conseiller deux? Tout à fait. Parce que donc, j'en avais choisi un autre, mais je vais d'abord parler de Cheryl Strayed. Pendant un temps, elle a tenu un courrier des lecteurs anonyme. Donc, les gens lui écrivaient des problèmes qu'ils avaient dans leur vie. Et elle, sans que personne ne sache que c'était donc cette romancière incroyable, leur faisait des réponses. Et ces réponses sont toujours à la fois d'une grande sagesse, mais percutante et puis surtout bien ancrée dans la réalité. Elle parle beaucoup de son vécu à elle, et son vécu n'est pas simple. Mais elle s'en sert beaucoup pour... Je trouve que les réponses qu'elle donne aux gens sont incroyables, et je trouve que c'est un livre qui console beaucoup.
et qui permet de relativiser aussi, d'entrer aussi dans la vie des gens et de se rendre compte que waouh, il y a quand même des gens qui traversent des trucs incroyables et qui s'en remettent. Et c'est un livre qui fait du bien. Et donc ça s'appelle, en français, ça s'appelle Ces petits riens qui font tout. Parce que du coup, voilà, ils ont pris je sais pas, une cinquantaine de ces lettres avec leurs réponses et ils en ont fait un livre. Et en français, ça s'appelle Ces petits riens qui font tout, et c'est génial. Et sinon, le livre qui m'a le plus marqué, je pense, dans ces 2 dernières années, c'est le livre de Pierre Bayard, Édipe n'est pas coupable. D'accord. Ça vous dit quelque chose? Non, mais j'irai voir. Eh ben, c'est génial. Vous connaissez Édipe, Mhm. le mythe d'Édipe. Ouais, ouais. Et Pierre Bayard commence par, en gros, nous dire que à la relecture, il trouve que ça tient pas. Cette idée que Oedipe pourrait assassiner son père et qu'en fait, ce n'est pas lui le vrai coupable. Et donc, à partir de là, il refait l'enquête à partir des textes antiques. Il refait l'enquête et ça se lit comme un polar. Et à la fois, c'est passionnant. Et puis, on finit aussi par se poser la question, bon, bah alors, pourquoi depuis 5000 ans, on nous raconte qu'il y a un coupable et pas un autre? Et sa conclusion est aussi très intéressante. J'ai adoré ce livre. Parfait, je remettrai les références sous la vidéo. Moi, mon conseil de lecture, et celui de Frédéric, c'est votre livre, donc qui s'appelle Entière, Comment mon corps m'a sauvé. C'est aux éditions Payot dans la collection Payot Psy. Moi, je vais vous remercier d'avoir été là pour notre anniversaire, Chloé, c'était bien sympathique. Merci Frédéric. Merci. Bien, Et sans vouloir tout ramener à mon nombril, vous êtes aussi là pour le mien parce que c'était mon anniversaire lundi. bon Super, anniversaire. bon anniversaire alors. Voilà, c'est la semaine des anniversaires. On se retrouvera le 29 avril où j'aurai la lourde tâche de recevoir les 5 finalistes du prix Orange du Livre Afrique 2024, tout un programme. Donc, ça sera le 29 avril à 19 heures. Mesdames, je vais encore vous remercier. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, n'oubliez pas d'aller en librairie. Et sinon, sur le site Un endroit où aller, vous avez un accès direct aux librairies indépendantes pour acheter dès maintenant, là, dès qu'on coupe le livre donc de Chloé Hollings, Entière, Comment mon corps m'a sauvé. Je vous souhaite une belle soirée.